La plupart du temps, on utilise ce que l'on appelle un cathéter avec une aiguille 4, et puis on flush, on rince avec une solution alcaline et on essaye vraiment de se débarrasser de cette manière-là du bouchon. Et si cela ne fonctionne pas avec un cathéter, alors il faudra vraiment passer à ce que l'on appelle le flush urétral rétrograde. Là, ici, par l'orifice urétral, on prend un cathéter intraveineux que l'on met en place et ensuite on injecte de la solution pour dilater l'urètre et pour pouvoir ensuite faire repartir le calcul dans la vessie. Et à chaque fois, toujours doucement, gentiment, pour éviter le traumatisme. Une fois que l'on s'est débarrassé de l'obstruction, alors il faut évidemment nettoyer et flusher la vessie avec de la solution stérile, saline, etc. et faire en sorte que qu'on se soit vraiment débarrassé de toute l'urine autant que faire se peut afin de l'analyser. Faire attention, évidemment, au fait que le chat ne se re-obstrue pas. Alors, on fait quoi? On laisse le cathéter ou pas? Là encore, il n'y a pas vraiment de règle d'or. Tout ce qu'on peut dire, c'est que plus longtemps vous allez laisser un cathéter à demeure, plus c'est irritant pour l'urètre, bien sûr, et plus de chances il y a à ce moment-là d'exacerber un traumatisme urétral en augmentant l'œdème urétral ainsi que les spasmes de l'urètre, etc. Donc, il vaut mieux laisser le cathéter un tout petit peu de temps et réduire vraiment la présence du cathéter. Alors, avec Charlie, on a fait une cystosynthèse, on a fait une fluidothérapie de type 4, on lui a donné du bicarbonate pour corriger l'acidémie. Et puis, bien sûr, on a vraiment utilisé donc le fluide intraveineuse. Il était difficile, malheureusement, à déboucher, Charlie. Ça arrive. Quelquefois, évidemment, on essaye de ne pas laisser le cathéter, je viens de vous le dire, mais là, on a été obligé de le faire pendant 2 jours. On l'a laissé, ce cathéter, à demeure pour 2 jours. On l'a mis sous antiémétique et, à vrai dire, il s'en est bien sorti. C'est allé relativement vite. Ce que nous utilisons aussi, quelquefois, ce sont des spasmolytiques. Peu importe la cause de cette obstruction urétrale, peu importe si oui ou non il va falloir utiliser un cathéter ou non, les spasmes urétrales se font de toute façon, ou la plupart du temps. Alors, un chat qui souffre d'obstruction sera soigné avec des spasmolytiques. Ici, vous avez une combinaison de différents relaxants, aussi bien des sphincters que musculaires, puisqu'il faut absolument prendre en compte ces 2 types de spasmes. Donc, les 2 sont utilisés pour vraiment mettre en place une bonne relaxation des sphincters urétro ou du sphincter urétral, puisqu'il n'y en a qu'un chez un chat, en espérant que cela agisse. Et puis, il y a aussi les alpha-bloquants qui sont utiles. En ce qui concerne le traitement à long terme des obstructions, nous devons une fois de plus identifier les causes sous-jacentes. En urolithiase, on sait comment mettre en place le traitement de l'urolithiase. Si c'est un chat qui a une obstruction fonctionnelle et des spasmes urétro, alors la plupart de ces chats auront sans doute une forme de cystite idiopathique et il faudra dans ce cas-là revoir les cas de traitement de cystite. La plupart des obstructions sont dues la plupart du temps, existent en même temps qu'une cystite idiopathique. C'est en doute les protéines inflammatoires qui sont responsables de cela. Il y a plusieurs choses qui se passent dans la paroi
de la vessie. Et ça peut très bien vraiment être une cystite idiopathique dans la plupart des cas lorsqu'il y a obstruction. Les cristaux font souvent partie de l'obstruction. Les cristaux sont bloqués au sein de cette matrice mucoprotéinique. Ce n'est pas que les cristaux sont en train d'être responsables de l'obstruction d'origine, mais ils contribuent à l'aggraver. Et ça, c'est une situation également où il serait tout à fait indiqué d'utiliser un aliment qui minimise la production de struvite, de PAM, et puis surtout faire attention et surveiller ces chats pour faire une analyse à long terme et pour être sûr aussi que l'on obtient les résultats que l'on veut obtenir. Et puis, il me reste 10 minutes, alors j'aimerais parler de certains cas de cystite idiopathique, parce que ça, c'est vraiment la maladie que l'on diagnostique le plus souvent chez les chats. C'est une maladie que l'on diagnostique par exclusion. Et c'est juste vraiment en faisant des recherches appropriées, adaptées, que l'on peut aussi définir les autres causes et surtout avoir une confiance en notre diagnostic de cystite idiopathique. Ça, c'est un exemple d'un chat c'est une femelle, un chat européen qui vit avec 4 autres chats dans le même environnement. Ça arrive souvent d'ailleurs. On voit bien qu'il y a plusieurs chats dans les maisons des cystites. Et alors, il l'alimente, c'est un mélange d'humide et de sec. 2 années d'historique de MBAU récurrent, elle nous a été apportée pour que l'on fasse des recherches. L'analyse urinaire était... la culture était négative, un sédiment inflammatoire plutôt moyen, et puis quelques cristaux de struvite. Et ça aussi, c'est quelque chose de normal chez les chats, en particulier les chats qui ont une alimentation plutôt sèche, même si là, c'est mixte. Nous avons fait aussi des radiographies et tout ce que nous avons pu identifier, c'est ce que vous voyez là. C'est juste cet épaississement de la paroi de la vessie à partir de la cystographie. Alors, ça peut être un œdème, ça peut être une inflammation, ça peut être... bon, on ne sait pas dire très bien, mais en tout cas, c'est quelque chose que l'on voit assez souvent dans les cas de MBAUF et en particulier de cas de la cystite idiopathique. Mais en excluant comme ça toutes les autres pathologies, nous avons un diagnostic qui s'appelle cystite idiopathique. Et nous le faisons en excluant les autres causes évidentes. Nous connaissons les signes cliniques qui sont assez clairs par rapport aux autres, d'ailleurs MBAUF. Nous savons que la plupart de ces cas s'arrangeront d'ailleurs tout seuls au cours de 2 jours. Il peut y avoir des épisodes récurrents, mais la plupart du temps, il y a une des guérisons spontanées qui se fait. Alors, la cristallurie est aussi quelque chose qui joue un rôle, mais qui est assez banal d'une certaine manière dans la plupart de ces chats qui présentent des symptômes de cystite idiopathique. Ce n'est pas la cristallurie qui est l'agent provocateur de la cystite. C'est juste la concentration en urine qui est un petit peu exagérée. Que savons-nous sur les causes sous-jacentes? Eh bien, ici, bien sûr, il y a une accumulation de différents symptômes et finalement, tout cela ensemble, ça forme la cystite idiopathique. Nous avons bien sûr la capacité de reconnaître certaines anormalités chez ces chats à partir de certaines études qui ont été faites et où 2 anormalités particulièrement importantes apparaissent ici. Tout d'abord, des désordres hormonaux. La plupart du temps, il y a une déficience des GAG chez ces chats, notamment au niveau de la paroi de la vessie qui se la forme. Enfin, lorsqu'il y a des GAG, il y a une protection de la muqueuse à l'intérieur de la vessie. Lorsqu'il n'y a pas assez de GAG, malheureusement, cette couche de protection tend à être érodée et au bout d'un moment, il y a des irritations, il y a des dommages, il y a des inflammations locales, etc. Donc, il y a des changements locaux qui se font au sein de la vessie que nous pouvons identifier au sein de ces chats. Et puis aussi chez ces chats,
des études ont montré que la plupart de ces chats avec ces pathologies ont également des désordres, alors non, pardon, ça c'était la perméabilité de l'épithélium, des catécholamines ici élevées, et cela peut induire la réponse de la cortisone, par exemple, de la cortisol, vis-à-vis de ces catécholamines n'est pas normale. Alors les taux sont élevés, mais tout à coup, il y a aussi des taux de cortisol qui ne sont pas normaux. Et cela évidemment, a des conséquences, notamment sur un animal en situation de stress. Alors, tous ces changements, on les connaît aussi chez les humains qui souffrent de cystite interstitielle. Et c'est aussi un modèle qui est valable pour les humains. On peut apprendre finalement pas mal de choses. Enfin, on n'en a pas encore fait complètement le tour, mais on commence à avoir une petite idée des changements qui se font au sein de ces chats. Alors, évidemment, ça ne nous aide pas beaucoup lorsqu'il s'agit de parler des traitements de cette cystite idiopathique. Nous avons compris quelque chose au sujet de ces anormalités et des changements chez ces chats, mais cela ne nous aide pas beaucoup à comprendre quels traitements mettre en place. Parce que lorsque l'on parle de traitement, comme pour la plupart des autres maladies, eh bien, on prend les médicaments. On veut trouver la substance, la molécule qui va enfin sauver ce chat de cette affection. Ici, vous avez une liste de molécules ou de médicaments. La plupart du temps, ces substances-là ont été analysées dans des essais, évidemment, avec des groupes de contrôle dans les laboratoires, etc. Et tous ces médicaments-là que vous voyez ici, dans un essai clinique contrôlé pour le traitement de la cystite idiopathique, ne se sont pas révélés être meilleurs que des placebos.